Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer par un préambule comme la dernière fois. Déjà pour corriger deux erreurs, pas très graves, sans aucune importance finalement. La première, c'est que vous avez peut-être remarqué, mais j'ai confondu deux personnages. En fait, je pensais que c'était le même personnage, Aphrodite et Médusa. Mais finalement, en m'intéressant, en creusant davantage dans la mythologie grecque, je me suis rendu compte que c'était deux déesses différentes. Pourquoi j'ai confondu les deux? Parce que elles vont vivre un événement à peu près similaire. À cause de leur beauté, elles vont être défiées en quelque sorte par Athéna. Méduse, c'est la Gorgone. Elles sont six à l'origine, elles sont six sœurs. Et c'est à peu près toujours la même histoire. Ça tourne autour de la beauté. Athéna pense qu'elle est la plus jolie, alors qu'en réalité, c'est Aphrodite qui est connue pour être la plus jolie, que ce soit parmi les déesses, même parmi les femmes. Et donc, la Gorgone qui s'était vantée de sa beauté et qui avait certainement insulté ou manqué de respect à Athéna, pour se venger, Athéna en a transformé trois en la Méduse qu'on connaît avec, vous savez, avec des serpents à la place des cheveux, une queue de serpent, etc. Puis la malédiction de transformer les gens en pierre quand ils les regardent dans les yeux. Et les trois autres ont été transformés en des espèces de vieilles sorcières. En fait, c'est des oracles. Et elles n'ont qu'un seul œil pour toutes les trois et une seule dent. Vous voyez un peu la malédiction. Elles sont obligées de se passer l'œil à chaque fois pour pouvoir voir. On les voit d'ailleurs dans un des films récents là. Aphrodite, c'est la fille d'Uranus. Vous vous souvenez l'épisode où Saturne va castrer son père Uranus? Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va jeter le sexe et les testicules dans la mer, la semence du dieu Uranus. Il va se mélanger avec une déesse marine, là, dont j'ai oublié le nom, et c'est comme ça qu'elle va naître. D'ailleurs, elle naît en sortant d'un coquillage au milieu de la mer. D'où le fameux tableau de la Vénus. Vénus, c'est Aphrodite. Aphrodite, Vénus. Et donc voilà, ça change pas, ça change rien finalement à ce que je vous ai raconté. Donc moi, évidemment, je parlais de Médusa, qui se fait trancher la tête et qui est associée au serpent. J'avais peut-être dit qu'on pouvait faire un lien entre Hermès et le serpent parce qu'il justement, il a eu un enfant avec Aphrodite et ça avait donné Hermaphrodite. Mais finalement, Hermès, on peut le lier au serpent dès le départ avec son caducée. Il a deux serpents sur son caducée. Et en parlant de ça, j'en profite pour vous dire aussi que évidemment, sur le caducée d'Hermès, il n'y a que la tour du milieu. De toute façon, les deux serpents symbolisent les deux autres tours. Tandis que sur le caducée de Thoth, c'est les deux tours qu'il y a sur les côtés, le roi et la reine. Chez Hermès, il y a juste Saturne. Mais même Andromède aussi, c'est la même chose qui s'est passée avec Andromède. Encore une histoire de beauté, et Athéna s'est vengée en l'attachant, en l'enchaînant à un rocher, en la condamnant à se faire dévorer par un monstre marin. C'est Persée qui va la sauver, si je ne me trompe pas, c'est Persée. On peut aussi citer une autre histoire qui est connue. Je ne me rappelle plus du contexte exactement, mais à un moment donné, il y a un grand festin qui est organisé sur le mont Olympe par Zeus. Il a invité tout le monde, tous les dieux, même ceux qui sont bannis de l'Olympe, etc. Il y a tout le monde. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, pour se venger, qui jette une pomme en or sur la table. Il y a marqué un truc comme j'appartiens à la plus belle, ou un truc comme ça. Et du coup, là, Aphrodite, naturellement, se lève, puisqu'elle est considérée comme la plus jolie. Mais le problème, c'est qu'au même moment, il y a Héra, la femme de Zeus, et Athéna qui se lèvent aussi. Et donc là, il va y avoir un passage qui est assez connu dans la mythologie grecque, où Zeus qui est embêté, qui ne sait pas qui choisir, personne ne sait qui choisir, on n'a pas envie de provoquer la colère d'Héra ou d'Athéna, mais en même temps, on sait que c'est Aphrodite la plus jolie. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un humain de choisir à sa place, de décider à la place de tout le monde, des dieux, et il va choisir Paris. Paris se laissera convaincre par Aphrodite, en fin de compte. Elles vont toutes lui promettre quelque chose. Héra va lui promettre un royaume comme on n'en a jamais vu. Il va hésiter. Athéna va lui promettre de devenir le guerrier le plus puissant. Il va hésiter encore une fois. Et au moment où il va dire oui, Aphrodite va lui promettre l'amour de celle qu'il aime, c'est-à-dire Hélène. Et bien sûr, c'est cette solution qu'il va choisir. Elle a une ceinture qui lui permet de charmer n'importe qui, même un dieu. Et elle va la lui prêter. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir charmer Hélène. C'est marrant, quand on connaît la guerre de Troie, etc., la chose qui m'a toujours énervé, je me suis toujours demandé, mais comment est-ce qu'ils ont pu accepter qu'il y ait une guerre, que des centaines, des milliers de gens meurent
pour leur amour. Mais en fait, il n'y avait que Paris qui était amoureux d'Hélène. Elle ne le calculait pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a fallu qu'il ait la ceinture pour qu'elle accepte de le suivre. C'est intéressant à savoir comme anecdote. Il y a un autre point aussi qui est important et que je voulais aborder avec vous. Je sais très bien qu'au stade où on en est, vous vous posez forcément des questions importantes. Je sais parce que moi aussi, je me suis posé ces mêmes questions. Mais le truc, c'est que je préfère attendre le moment opportun pour vous donner les réponses. En tout cas, les réponses que moi, j'ai trouvées. Je peux me tromper, hein, comme tout le monde. Je pense qu'il y a un moment pour tout, vous voyez. Mais ceci étant dit, je vais quand même répondre à une de ces questions. Normalement, vous devez vous dire, mais finalement, presque tous les mots de la langue française ne tiennent que en quelques clés, une poignée de clés, qui elles-mêmes sont déclinées quasi à l'infini, que ce soit grâce aux lettres qui sont interchangeables, comme les graphèmes. Rien qu'avec les graphèmes et les lettres E, A et O, on peut déjà faire tellement de déclinaisons. Alors imaginez avec toutes les autres lettres interchangeables. On a vu que parfois le S devient un C, des fois un T, le O peut devenir AU, etc. Et en plus de ça, parfois les lettres sont carrément mélangées, comme au Scrabble. Et là, je peux vous donner un exemple très rapide. Regardez le mot forme, F-O-R-M-E, est de la même famille que le mot morphologie, puisque la morphologie, justement, désigne tout ce qui touche la forme de quelque chose ou de quelqu'un. Et on voit bien que c'est la même racine, forme, qui a donné morphe. Ils ont juste mélangé les lettres. Forme, morphe. Et c'est drôle parce que le F, en plus, ils l'ont changé en PH. Mais en réalité, on voit bien que c'est la même clé. Et donc, vous voyez, à partir d'une poignée de clés, on peut faire des déclinaisons innombrables, un peu comme les portes blindées avec des combinaisons chiffrées. Là. Finalement, il n'y a que 9 chiffres. Mais rien qu'avec 9 chiffres, ça offre un nombre incalculable de possibilités. Et bien là, c'est pareil. Et donc, ce qui est important à comprendre, et ça, je l'avais entendu dans la vidéo de quelqu'un, dont je me rappelle plus le nom, c'était il y a longtemps. Et ça m'avait marqué parce que c'était tellement vrai en fait. Et il expliquait que avec la langue des oiseaux, on fait le chemin inverse qu'avec la langue française. Avec la langue française, on prend un mot et ce mot a toujours plusieurs définitions différentes en règle générale. Et puis il a aussi des synonymes, parfois il a des homonymes, etc. Donc on part toujours d'un mot et à partir d'un seul mot, de l'unité, on arrive à plusieurs mots. Donc on va de l'unité à la multitude, au nombre, tandis qu'avec la langue des oiseaux, c'est l'inverse. À chaque fois qu'on prend un mot, on retombe sur une clé qu'on connaît et donc on fait le chemin inverse. On part du nombre pour arriver à l'unité. Et ça rejoint toute la philosophie qu'il y a derrière, puisque la lumière, c'est vraiment l'unité, comme on l'avait vu. Et je trouve ce point très intéressant. Après, je sais déjà toutes les autres questions que vous vous posez. Par exemple, moi aussi, au début, en commençant, je pensais que on était parti de la langue française et avec la langue française, on avait fait la langue des oiseaux. Et là, bien sûr, vous comprenez au fur et à mesure que c'est l'inverse en réalité. C'est la langue des oiseaux qui est le socle, l'alchimie en fait, qui est le socle autour duquel, ou même à partir duquel s'est construite la langue française. Et c'est normal puisque si on replace chronologiquement, avec tout ce qu'on a vu déjà, vous devez commencer à comprendre que c'est ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale. C'est en quelque sorte la première des religions, même si ce n'est pas vraiment une religion, on l'a compris. C'est sur celle-ci que vont se baser toutes les autres. Donc ça remonte vraiment à la nuit des temps, ça remonte à avant même l'écriture, l'invention de l'écriture. Et comme c'était quelque chose qui était au centre même de la société, entre guillemets, tout tournait autour de ça, c'était logique de construire la langue autour de ça. On part toujours d'un élément d'origine, originel. Vous voulez créer une langue, vous allez toujours partir d'une base. Vous allez définir, par exemple, le bien et le mal. Et à partir de ces deux critères-là, vous allez pouvoir construire tous vos autres mots en fonction de s'ils font le bien ou s'ils font le mal. Et après, vous changerez les suffixes en fonction des petites subtilités qu'il y a. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça implique que ceux qui ont créé notre langue, qui l'ont façonnée au fil des décennies, des siècles, des millénaires, pratiquaient un double langage. Mais on reviendra plus en profondeur sur ce sujet-là, sur cette deuxième question, parce que ça mérite d'être creusé un peu comme les précédents numéros, avec une recherche un peu historique. Parce que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, en claquant des doigts, on est d'accord. Bon, intéressons-nous un peu à l'or, à toutes les clés qui s'y rattachent et à son importance dans l'alchimie. On sait déjà que or vient de Aor. Bon, ça se prononce Aor comme ça, mais en fait ça s'écrit comme ça. C'est la traduction hébraïque. Mais nous on n'a pas le même alphabet, donc vous comprenez que c'est pas évident. Mais en fait, ça vient de Aor, qui veut dire lumière en hébreu. Et donc à chaque fois qu'on le voit, ça veut dire Aor, ça veut dire la lumière.
Et je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait parlé de Médusa, quand elle se fait décapiter, ce n'est pas que la mort de Médusa, mais c'est aussi la naissance de Pégase et de son frère qui s'appelle comment? Chrysaor. Et on avait décodé Chris pour la croix, Aor pour la lumière. Mais on le retrouve dans d'autres mots, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple une aorte, aorte, te c'est et à l'envers, hein. Donc c'est le verbe être. Et aor est la lumière. Et pourquoi pas, après tout, parce que l'aorte, c'est quand même une de nos veines les plus importantes, la plus volumineuse. Et si vous faites sectionner l'aorte, vous mourrez en quelques minutes, hein. Vous vous videz de votre sang complètement, quoi. En plus, le sang est rouge comme la lumière. Il y avait un point aussi qui était intéressant, soulevé par Buren Stenas. Il disait justement que phonétiquement, ça se ressemble, or et aor. Il y a forcément des gens qui ont dû dire je cherche l'aor, je cherche l'aor, en voulant dire je cherche la lumière. Et les gens ont compris je cherche l'or, je cherche l'or. Donc déjà, premier point, ça veut dire la lumière, en référence à aor. Ensuite, maintenant, deuxième point, décomposons le mot or. On a la lettre O et on a la lettre R. Alors le O, on sait que c'est l'eau, et le R, on sait que c'est l'air. Donc l'or, c'est peut-être de l'eau dans l'air. Et qu'est-ce que c'est l'eau dans l'air? C'est la pluie. La pluie, c'est de l'eau dans l'air. Et nous, on sait que la pluie n'est pas anodine. La pluie fait référence à l'arc-en-ciel. Et quand il y a un arc-en-ciel, il y a de la lumière. Puisque l'arc-en-ciel, c'est justement la décomposition de la lumière. On a vu tout ça. C'est justement pour ça que arc est aussi une clé qui veut dire la lumière. Donc le deuxième point, c'est que même en passant par l'eau qui est dans l'air, la pluie, on arrive aussi à la lumière. Troisième point, si on renverse les lettres, ça nous donne R-O. Ça vous dit rien ça, R-O? Il suffit juste que l'accent grave, on l'inverse, ça devient un accent aigu, et tout de suite ça donne héros. Vous voyez un peu le héros qu'on retrouve dans toutes les histoires, tous les contes de fées, le prince charmant, etc. Le héros, R-O-O-R, or, la lumière. Et héros, on le retrouve dans Eros, le dieu Eros, Cupidon. Jadis, un héros, c'était un messager. On appelait ça un héros. Et il y a aussi un département qui s'appelle l'héros. Donc, continuons maintenant en restant sur le mot héros. On voit bien que héros, finalement, vous savez, le H, on peut le retirer, il est muet. Comme pour Eros, Cupidon. Héros est l'anagramme de rosée, la rosée. Vous savez ce que c'est que la rosée? C'est quand, à l'aube, il y a de l'eau dans l'air. Peu comme une pluie, justement. On retombe sur cette idée de l'eau dans l'air. Et la rosée se produit à quel moment? À l'aurore. Or, or. 2 fois or. Vous voyez, c'est marrant parce que si on prend le nom Eros du dieu Cupidon, on prend cette déclinaison-là, Eros, et on rajoute le suffixe ion à la fin. Et ça nous donne l'érosion. Et l'érosion, c'est justement quand il y a de l'eau qui tombe dans la pierre et qui l'effrite. C'est ça l'érosion. On retombe sur cette idée d'eau. Et la rosée, c'est exactement la même racine que la rose. Donc on retombe sur la rose. Vous voyez toutes les connexions qu'on peut faire avec les symboles qu'on connaît déjà. Et les symboles sont connectés entre eux. Il y a aussi le rosaire, le saint rosaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de prières. On utilise le chapelet pour prier, le saint rosaire. On le retrouve même dans le verbe arroser. C'est drôle quand même. Comme si la première fleur que l'homme a cultivée dans son jardin était une rose. Au sujet de la rose, puisqu'on en parle, donc on sait que la tulipe, comme elle est blanche, elle symbolise le roi. La rose blanche symbolise aussi le roi, et la rose rouge symbolise la reine. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le mot rose en lui-même, c'est une couleur. Et la couleur rose, c'est un mélange de blanc, justement, et de rouge. Donc le symbole de la rose en lui-même fait référence au passage du roi à la reine en fait, du blanc au rouge, la transition entre les deux. C'est pour ça qu'elle est aussi importante. C'est un peu comme l'éclipse qui fait référence au passage du soleil à la lune, donc du roi à la reine. J'en profite aussi pour vous reparler du Sphinx. Je me suis rendu compte que c'était en fait une référence à l'Arche d'Alliance. Vous savez que le peuple juif a emporté durant l'Exode qu'il a pris en Égypte auprès de la caste sacerdotale dont faisait partie Moïse. Et quand ils sont partis, ils ont emporté avec eux l'Arche d'Alliance. Et donc tout ça, bien sûr, c'est une référence aux grandes œuvres. Vous voyez, la boîte dorée, c'est la pierre de lumière. Déjà, c'est une forme cubique. Et puis, il y a la couleur dorée. Et en parlant de la pierre de lumière, regardez cette illustration que j'avais déjà utilisée pour vous parler de l'Ouroboros, tout en haut, vous vous rappelez. Mais regardez en bas, on voit bien les 2 sphinx de part et d'autre. En plus de 2 couleurs différentes, vous savez, comme le roi et la reine, le jour et la nuit. Et au milieu, il y a la pierre filante.
philosophale, qui est un cube translucide, donc comme du verre, tout ce qu'on a vu jusque-là, avec au milieu un cercle. En fait, le symbole du cercle dans le carré, symbolise la pierre de lumière, parce que le cercle, on le sait, le rond, c'est la lumière, c'est l'unité, et le carré, le cube, c'est la pierre dans laquelle on va mettre la lumière. Et vous voyez cette étoile qu'il y a au milieu, on la retrouve, on la voit partout, on la voit dans Game of Thrones par exemple, et elle a une signification précise. J'en profite pour vous parler d'un autre symbole qu'on voit parfois, qui fait référence à la rose. Alors vous voyez, c'est un peu comme le bâton qui fait référence à l'arbre. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord le symbole de la rose pour pouvoir comprendre le symbole en question. Et il s'agit bien évidemment de l'abeille. Alors pourquoi l'abeille? Pour deux raisons principales, et peut-être qu'on peut en trouver d'autres. D'abord parce qu'elle butine des fleurs, elle butine des roses. Et en plus de ça, parce qu'elles obéissent toutes à une reine, qu'on peut retomber sur Isis. Vous mettez une abeille sur une rose rouge, ça fait doublement référence à Isis. On pourrait même citer une troisième raison, parce que dans la ruche des abeilles, vous savez, les espèces de cellules qu'elles font, dont j'ai oublié le nom, dans lesquelles elles vont placer leurs larves, etc., elles ont toutes la forme d'un hexagone, donc l'hexagramme, la lumière. Elles produisent du miel, en plus du miel, c'est vraiment un liquide. C'est tellement bon, c'est comme du nectar, mais au-delà même de ça, quand on le raffine, au bout d'un moment, il devient comme un liquide doré. Et donc vous voyez, c'est pour ça que dans beaucoup d'illustrations maçonniques, dans des chartes, on voit souvent une ruche d'abeilles, quelque part. Et même parfois à côté, on met des roses pour associer les deux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que la plupart du temps, quand on voit un accent circonflexe dans un mot, c'est une référence au verbe être. Par exemple, si on prend le verbe naître, vous voyez que c'est juste le verbe être, simplement le E accent circonflexe, on l'a changé en AI, parce que ça se prononce de la même façon. Le E accent circonflexe se prononce est, comme AI se prononce est. C'est juste qu'on l'a écrit d'une autre façon, mais ça sonne de la même manière. Alors nous, on sait que le N, c'est un N apostrophe, c'est une négation. Donc négation être, donc n'est pas. En fait, naître, ça veut dire n'est pas. Mais pourquoi ? Parce que, vous savez, au niveau de la Genèse, on sait que nous ne sommes qu'une partie de lumière, mais la lumière, elle existe depuis l'origine des temps, quoi, depuis toujours. Donc finalement, quand on est, le verbe naître, on n'est pas le verbe être, puisqu'on est déjà le verbe être depuis l'origine. Vous comprenez ? On ne fait que se réincarner finalement. C'est pas la première fois qu'on est, c'est ça que ça veut dire. Prenons maintenant le mot fenêtre, par exemple. Là, on voit bien qu'ils ont gardé le E accent circonflexe. Ce n'est pas le AI, c'est bien le verbe être qui est là. Et au début, il y a le feu. En fait, là, on voit bien que c'est la version naître. C'est vraiment le verbe naître, avec le être dedans, bien sûr, mais écrit avec un E. Vous voyez un peu ? Et le feu, bien sûr, c'est la lumière. Donc la naissance de la lumière. La fenêtre permet de faire rentrer la lumière. Dans quoi ? Dans une salle. En plus, ça se dit une salle, comme le sel, comme la matière. La fenêtre fait rentrer la lumière dans la matière. Et donc là, on arrive à une deuxième chose importante au sujet du verbe être. C'est que bien sûr, déjà, le E peut changer. Mais à l'origine, dans l'ancien français, dans le vieux français, le verbe être se disait estre. Il n'y avait pas d'accent circonflexe et il y avait un S après le E. Estre. Et en fait, on a rajouté l'accent circonflexe beaucoup plus tard pour justement remplacer le S, le ES. Estre est devenu être. Et ça, on le voit très bien à travers justement la fenêtre, parce que comment est-ce qu'on dit jeter quelque chose par la fenêtre ? Ça se dit défenestrer. Vous voyez ? On ne dit pas défenêtrer. Ils ont changé le verbe être en estre. Parce que c'est la même chose, c'est le même verbe. Et c'est pour ça que déjà la première clé, bien sûr, c'est le verbe être écrit avec un E, même s'il y a une déclinaison avec AI. Je suppose qu'il y a aussi une déclinaison avec EI, parce que ça se prononce est aussi, c'est juste que je n'ai pas cherché. Ensuite, il y a la version estre, E-S-T-R-E, qui veut aussi dire être. Et là, je vais vous donner un autre exemple qui confirme ça. Prenez le mot maître. Vous voyez, maître, c'est exactement comme le verbe naître. C'est juste que à la place du N, on a mis un M. Le M, on le sait, ça veut dire l'amour ou la naissance. Là, je pense que c'est les deux. Ça peut être à la fois la naissance d'un savoir, puisqu'il apprend quelque chose à son disciple, mais aussi l'amour, parce que je pense qu'un maître aime forcément son élève. Vous voyez, le maître, amour, être, est l'amour ou la naissance. C'est ça, un maître. Et donc là, on l'a écrit AI, mais l'ancienne version de ce mot, comment est-ce qu'on disait maître avant ?
en ancien français, ça se disait mestre, M-E-S-T-R-E. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve dans le titre bourgmestre, qui est justement le maître d'un bourg, le gars qui contrôlait un bourg. Le mot bourg qui a donné bourgeois plus tard. Le bourg, ça veut juste dire une ville en fait, une petite ville, ou une commune, je sais plus. Mais même encore aujourd'hui, ce titre existe en Belgique, je crois. Je peux vous donner encore un autre exemple. Comment est-ce qu'on dit maître en italien justement? On dit maestro, ça veut dire aussi chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, on l'appelle un maestro. Maestro, on voit bien que c'est maître. Et c'est drôle parce qu'ils ont mis le A à côté du E. C'est comme si c'était le graphème A collé à un E. Vous voyez comment les graphèmes nous apprennent plein de choses finalement. Et puis le E à la fin, ils l'ont changé en O, mais ça c'est le côté italien, O, A, O quand c'est masculin, A quand c'est féminin. En français, on met plutôt des E. Et là, j'en viens à un point qui est important à comprendre. Quelle est la signification même du mot être? Puisque le mot être se disait estre avant. Et le E, on sait qu'on peut le changer, comme dans maestro justement, et ça nous donne astre. Qu'est-ce que c'est qu'un astre? Un astre, c'est une étoile, c'est de la lumière. Donc en fait, l'être, c'est de la lumière. Parce que justement, on a une lumière en nous. Vous voyez, tout est lié à l'alchimie, tout est lié. Comment est-ce qu'on dit un maître en anglais? Ça se dit master. Et là, on voit bien que le aster, en fait, c'est astre. On a juste changé de place le E et le R. Et ça ressemble beaucoup à mater, qui voulait dire mère, comme dans terra mater, la terre-mère, chez les Romains, Gaïa, chez les Grecs. Et vous voyez, quand on regarde, par exemple, en anglais, mère, mover, over, ça ressemble pas mal quand même. Il y a juste le A qui est changé en O. On le verra tout à l'heure avec les déclinaisons en haut. Et en français, on retombe toujours sur la lettre M pour la mère, toujours la lettre M. Sauf qu'en français, on n'a pas mis le verbe être. On a juste mis un suffixe, on a mis le suffixe R. Et donc le estre peut aussi parfois s'écrire juste est, on retire le R à la fin, ou même EST, comme il est, le verbe être, il est, on est. Il y a aussi une version plus simple où ça peut juste être un ET, mais il y a l'accent circonflexe. Parfois il l'est pas, mais la plupart du temps il y a l'accent circonflexe pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit du verbe être. Surtout quand c'est à la fin, parce que quand c'est à la fin, on peut le confondre avec le suffixe ET, E de TE. Et il y a aussi et, E, accent circonflexe, TE. Donc, quelques exemples. Avec la clé être, tout simplement. Il y en a des exemples comme le mot ancêtre, c'est, en, être, est, en, c'est en fait. Là, vous voyez, le C, ce n'est pas le C apostrophe, c'est plutôt l'arc, tu vois. Être en arc, est en lumière. L'ancêtre est en lumière, c'est normal. Un peu de respect pour les ancêtres. Et puis surtout, ils ne sont plus là, donc c'est normal qu'ils ne soient que de la lumière. Alors, il y a le mot fenêtre, qu'on a déjà vu. Je vous ai déjà parlé du maître, du verbe naître, mais il y a aussi le verbe paître, par exemple. Le bétail, il va paître pour se nourrir. Il va brouter le gazon, les herbes, qui sont vertes au passage, la vérité cachée. Et donc paître, être, on sait que c'est le verbe être. Le P, on sait que c'est le père, que c'est la transmission. Donc paître, c'est la transmission. Je pense que c'est surtout parce que l'herbe est verte en fait. Un peu comme dans la comptine avec la souris verte. Elle est dans l'herbe. Elle est de la couleur de l'herbe justement. Et elle est où? Elle est dans l'herbe. Avec juste ET, il y a par exemple le verbe vêtir, se vêtir. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est juste le V, la vérité cachée, et le verbe être est la vérité cachée. Vous savez pourquoi? Parce que ça a un lien avec justement le pèlerin qui va retirer ses peaux, mais les habits c'est comme des peaux en fait. Surtout qu'à l'époque en plus, c'était souvent du cuir, il y avait de la fourrure, etc. Donc c'était vraiment des peaux d'animaux, quoi, nos habits. Et vous voyez, le verbe vêtir c'est juste ET, mais si on prend par exemple le vêtement, un vêtement, là on voit que c'est ETE, avec l'accent toujours bien sûr. Et on a rajouté le suffixe ment à la fin. Prenons par exemple le mot quête, une quête, un mot très important puisqu'on le retrouve dans le Graal, à chaque fois qu'il y a une histoire avec un héros en général, il y a une quête. Et donc quête, QU, plus loin, ETE. QU en fait c'est la queue. Et la queue fait référence à la pierre. Donc à chaque fois qu'on verra QU quelque part, ou que mais c'est plus rare, en général ça fait référence à la pierre. Comme justement dans la comptine d'une souris verte. Bon, je vais pas vous la faire parce que maintenant c'est connu et tout, mais si vous ne savez pas de quoi je parle, tapez Patrick Buren-Stenas sur YouTube, souris verte, et normalement vous devriez trouver plusieurs vidéos où il en parle, où il décortique, où il traduit justement cette fameuse comptine, qui est la recette du grand œuvre. D'ailleurs, si on ne parle pas la langue des oiseaux, elle n'a
aucun sens, cette histoire. Il n'y a pas de souris verte, ça n'existe pas. Mais il y a aussi, bien sûr, une enquête, ou bien un enquêteur de police. Il est en quête. On va comprendre pourquoi dans quelques secondes. Il y a la fête. La fête, on voit vraiment que c'est juste le F, est. Voilà. Et le F. Le F, c'est le feu, c'est la lumière. Quand on fait la fête, c'est la lumière, puisque c'est la joie, l'amour, etc. Ce qui est intéressant là, c'est que avec la même racine, on va voir plusieurs déclinaisons différentes pour plusieurs déclinaisons du même mot. Je ne sais pas si vous me suivez, mais vous allez comprendre. Par exemple, là, avec le mot fête, on voit que c'est la déclinaison ETE du verbe être. Mais si il y a une fête, c'est festif. Et là, avec festif, on voit que la déclinaison a changé. À la place de ETE, ils ont mis EST. Mais c'est exactement la même clé finalement. Et puis, il y a aussi le festival. Vous voyez, ça a toujours un lien avec la fête. Quand on fait un festival, on fait la fête. Au festival, on va festoyer, comme on disait avant. On va faire un festin. Vous voyez, tout ça, ça a un lien avec la fête. Et j'en reviens justement au mot quête et à l'enquête, l'enquêteur, etc. On voit bien que c'est exactement la même chose avec la fête. Pour le mot question. Une question, on voit bien que ça vient du mot quête. C'est juste qu'ils ont changé la déclinaison ETE en EST. Et donc quête est devenu quest. D'ailleurs, quête, ça se dit quest en anglais. Et donc là, quest, ils ont rajouté le suffixe ion à la fin et ça donnait question. Par définition, une quête, c'est une question en fait. Et c'est normal parce que quand on fait une quête, on est à la recherche de quelque chose. Le roi Arthur avec la table ronde, il y a la quête du Saint Graal. Il recherche le Graal. C'est un cheminement initiatique avec des questionnements en fait. Encore un autre exemple, flagrant, c'est exactement la même chose. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, le verbe vêtir ou même le mot vêtement. Bien, c'est ET ou bien ETE. Bon, il y a toujours l'accent, je ne vais pas dire à chaque fois qu'il y a l'accent, hein, vous avez compris. Et on a changé encore une fois ce ET ou ETE en EST et ça nous a donné une veste. Vous voyez, sauf que là, il y a le E à la fin. Bon, le E, vous savez, je vous avais expliqué, il peut être muet, on peut ne pas en tenir compte. Mais comme il est souvent là, je vous l'ai mis en déclinaison de est. Donc il y a aussi est avec le E à la fin. Donc ça donne veste, la veste. C'est exactement la même chose que le vêtement ou le verbe se vêtir. C'est juste qu'on a mis une autre déclinaison de la clé être. Il y a aussi le geste, un geste. Vous voyez, c'est juste le G c'est la pierre. Mais il y a aussi la geste. La geste, c'est un recueil de poèmes. Vous voyez, par exemple, la Gesta Francorum, qui est un ensemble de poèmes, je crois, mais en tout cas, le récit de la première croisade, si je ne me trompe pas, vécu par les Francs. C'est pour ça qu'il y a Francorum, qui a été raconté par un contemporain qui a vécu les croisades. Donc la geste française en fait, la Gesta, ça se prononce comme ça apparemment, la Gesta Francorum. On peut même dire qu'il y a la peste, vous voyez, P, c'est le père, c'est la transmission. Pourquoi? Alors on pourrait dire que c'est tout simplement parce que la peste est contagieuse, très contagieuse, surtout en plus à l'époque. Qui dit contagion dit transmission forcément, et donc voilà, tout simplement, c'est la transmission, c'est la contagion, c'est la peste. Mais là je suis sur le ESTE, mais il y a aussi le ESTRE, puisque être se disait estre. Donc je vous ai déjà parlé du verbe défenestrer par exemple, du bourgmestre. Il y a aussi par exemple le mot équestre qui fait référence à l'équitation. Vous voyez, c'est toujours la même racine au début. Ec, E accent aigu, Q, U. Et après, il y a le estre, donc le verbe être. Ec. Et en fait, le ec, ça vient de ecus, qui en latin voulait dire cheval. On retrouve dans équitation, dans équestre. C'est intéressant parce que je pense que c'est la même racine qui a aussi donné le mot équilibre. Et ce serait logique, puisque quand on est sur le cheval, surtout au galop, surtout à l'époque, avec les selles de l'époque, etc., on est en équilibre en quelque sorte. Il faut faire attention à ne pas tomber. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'équitation, moi j'en ai fait. Quand vous partez au galop pour la première fois, il faut s'accrocher pour ne pas tomber. Prenez le mot terrestre, c'est bien le estre à la fin qui veut dire être, et terre. Et la terre, donc c'est terrestre, tout simplement. Il y a aussi le mot orchestre. On retombe sur la clé orc. Nous on sait que c'est la déclinaison de la clé arc. Donc c'est la lumière, l'orchestre. En plus, c'est normal, c'est lié au son, et le son, c'est de la lumière. Donc, je crois que je ne vous ai pas parlé de l'orchestre, mais je vous avais cité l'orchidée, je vous avais cité l'orque dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Et c'est marrant d'ailleurs là, parce que vous voyez, il y a un H, mais on ne le prononce pas. Il y a le mot alpestre, vous voyez, alpestre fait référence aux Alpes. Donc, être, Alpes, comme alpin. Un, c'est un suffixe.
Bon, nous, on sait que le E peut être changé en A. Donc vous voyez, toutes les déclinaisons de clés qu'on vient de voir, on peut les retrouver avec le A à la place du E. Donc par exemple, âtre, avec l'accent circonflexe bien sûr, à la place de être, comme par exemple dans le mot blanchâtre, ça veut dire grosso modo est blanc quoi. Ce qui est blanchâtre est blanc. Ou jaunâtre, jaunâtre, est jaune. Ce qui est jaunâtre est jaune. Ou albâtre. Alors il y a le mot désastre par exemple, le D avec le S à la fin, c'est un préfixe qui veut dire l'inverse, le contraire. Mais vous voyez là le astre, il ne fait pas référence au verbe être, mais plutôt à la signification même du verbe être, c'est-à-dire à l'astre, à l'étoile, à la lumière. Donc le contraire de la lumière, c'est un désastre. Alors il y a le cadastre. Donc les oiseaux, il y a le cadastre. Il suffit juste de mettre la cédille au C et ça devient ça. De astre, sadastre, c'est de l'astre, c'est de la lumière. Il y a aussi le verbe castrer, tout simplement, c'est astre. Soit c'est la lumière en référence à la mutilation d'Uranus, mais on peut aussi parler de la lettre C qui ressemble vraiment à une bulle mais qui a été coupée, exactement comme la castration. Castrer se disait châtrer avant. On voit bien que c'est le même verbe être, mais avec deux déclinaisons différentes, comme pour vêtir et la veste. On retrouve aussi dans encastrer, comme mettre dans un C, encastré. Il y a l'astragale que tout le monde connaît. Gale, ça veut dire la pierre, comme on le verra plus tard. Donc la pierre de l'astre, la pierre de l'étoile, la pierre de lumière. Il y a aussi un autre mot qui est intéressant, c'est le capodastre. Le capodastre, c'est un outil qu'utilisent les guitaristes, qu'ils placent sur le manche de leur guitare. Ça permet d'appuyer sur une frette en particulier et donc ça évite de faire certains accords qu'on appelle des barrés et qui sont assez durs à faire, surtout au début, ça fait mal aux doigts, etc. Mais avec le temps, on finit par y arriver. Mais il y a aussi des musiques, je crois, où c'est rare, mais il faut forcément un capodastre pour pouvoir les jouer. Et vous voyez, alors capodastre, c'est le D apostrophe, donc dastre, d'être, des. Donc est de capot. Et capot, qu'est-ce que ça veut dire? Capot, ça veut dire la tête. C'est pour ça qu'en italien, par exemple, on dit capisce, pour dire est-ce que tu as compris, capisce? Ou le capitaine. Le capitaine, il est à la tête de ses troupes. Ou capitale. Une capitale, c'est la ville qui est à la tête du pays, ou bien quelque chose de capital. Le meilleur exemple, c'est décapiter, tout simplement. Décapiter, dé, ça veut dire l'inverse, le contraire. Donc l'inverse de la tête, c'est décapiter. Même une capote, vous voyez, une capote. Que ce soit la capote de la voiture qui se met sur le toit ou même le capot qui est à l'avant au niveau de la tête de la voiture, donc à l'avant. Exactement comme le capodastre est à l'avant de la guitare, au niveau de sa tête. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça. Le capodastre, on le place ici, vous voyez, ici ou là. Donc vous voyez, c'est bien au niveau de la tête de la guitare quand même. Et on le retrouve même, par exemple, dans capitonner. Vous voyez, quelque chose qui est capitonné, quand on met des coussins, c'est pour éviter que quand la tête cogne, ça fasse une blessure grave. C'est pour ça que dans les voitures, parfois, les portes, etc. sont capitonnées. Dans les hôpitaux psychiatriques, parfois, les murs sont capitonnés pour éviter que les fous, entre guillemets, se cognent la tête contre les murs et meurent comme ça, quoi. Là, je digresse un peu, mais vous voyez cette clé, capot ou capite, surtout capite, en fait, c'est la clé 7, c'est le chiffre 7. Il suffit juste de replacer les lettres dans le bon ordre, et tout de suite, ça nous donne 7. AI, ça fait E. Le A, on peut le changer en E. EI, ça fait E. Il y a bien le P, le T, le C au début. Le C, on le change en S. Tout de suite, ça devient 7. Et même, ça se prononce 7 sans même changer quoi que ce soit, ça se prononce 7. Si on part du principe que le C a une cédille. Et maintenant, prenons la version, la déclinaison juste AT ou ATE. Donc on avait vu par exemple avec le ET qui avait vêtir, avec le AT il y a bâtir par exemple, il y a bien l'accent circonflexe, bâtir. Le B comme le passage, la naissance intérieure. Le IR c'est juste un suffixe verbal. On retombe sur le même système que tout à l'heure, la même famille de mots mais avec des déclinaisons différentes. Par exemple bâtir fait partie de la même famille que un bastion par exemple. Bastion c'est une construction, comme bâtir, on bâtit une construction. Ou même la Bastille, vous voyez, à chaque fois c'est juste un suffixe. La clé c'est baste. Et c'est la même clé d'ailleurs qu'on retrouve dans le prénom Bastien, puisque le I1 aussi est un suffixe. Les Bastiens peut-être sont des bâtisseurs dans l'âme, des architectes, j'en sais rien. Ce serait drôle de faire une petite enquête de psychogénéalogie et de voir ce que deviennent les Bastiens. Peut-être que ça les a influés inconsciemment sans qu'ils le sachent. Il y a aussi le mot baston
Et on peut faire un lien avec la construction, puisque quand on bâtit, on utilise la plupart du temps un marteau. Et avec ce marteau, on va frapper, on va donner des coups, frapper, taper, exactement comme dans une bagarre où on ne fera que donner des coups. Et donc il y a aussi AST, ast, comme il y avait est, il y a ast, comme il y a astre, par exemple la caste. C'est juste le C. Là, bien sûr, c'est plutôt la lumière. Ou bien, si on part du principe que astre fait référence à l'astre, donc à la lumière, là, du coup, ce serait juste le C apostrophe. Mais dans les deux cas, ça veut dire la lumière. Mais il y a aussi le mot chaste. Vous voyez, c'est exactement la même chose que la caste. Sauf qu'on a mis un H pour pas les confondre. Et le H, il est muet, on peut le retirer. Ou le mot vaste. Ou encore faste. Quelque chose de faste, de fastueux. Ça fait beaucoup penser à la fête, qui se disait feste. Ou même le plastique. Regardez le plastique. PL, pour séparer le P et le L, la transmission de la lumière. Ast, et puis IC, le suffixe qu'on connaît très bien. Mais peut-être aussi que le P et le L, c'est une clé qui fait référence à quelque chose de particulier, et une clé que je ne connais pas encore. N'oubliez pas que je ne connais pas tout. Je vous apprends des choses que j'ai mis des années à comprendre, mais il y a encore plein d'autres choses que je n'ai pas compris. Il y a peut-être des clés à côté desquelles je passe sans comprendre, et un jour je finirai par les comprendre, et je reviendrai sur tous ces mots pour redonner une autre signification supplémentaire. C'est ce qui m'est arrivé, vous vous rappelez, avec la lettre V qui peut se changer en B. Le jour où j'ai compris ça, j'avais déjà traduit plus d'1 millier de mots. Il a fallu que je revienne sur tous ces mots-là pour donner l'autre signification possible, qui n'annule d'ailleurs pas la première signification, puisque, comme vous voyez, une clé peut se décomposer. Et maintenant, allons encore plus loin, puisque on sait aussi que le E peut être changé en O. Donc toutes ces clés-là, toutes ces déclinaisons, on peut les retrouver avec un O à la place du A ou du E. Donc il y a le autre qu'on retrouve dans apôtre, justement. Apôtre. Alors ap, je crois que c'est un préfixe, et du coup le autre ferait référence à l'astre, et donc du coup à la lumière. Mais sinon, on pourrait aussi le lire comme le verbe avoir, a, le verbe avoir, donc il a, p, la transmission. Mais il y a un troisième niveau de lecture pour le mot apôtre. On en reparlera plus tard dans la deuxième partie, quand on parlera de la pierre. Vous voyez par exemple le pronom nôtre, on voit que c'est le verbe être. D'ailleurs même on peut aussi l'écrire avec un circonflexe. Et pourquoi est-ce que c'est la même chose que le verbe naître, c'est-à-dire n'est pas? Parce que même s'il y a cette notion d'union, comme le pronom on, il reste quand même au pluriel. Le pronom nous se conjugue au pluriel. Même s'il y a cette notion de rassemblement, ce n'est pas encore l'union parfaite comme avec le pronom on. Par exemple en anglais, on voit que le S, ils ont gardé le S, comme dans estre ou astre. Là, il y a ostre, nostra. Regardez le nom Nostradamus. En fait, Nostradamus, ça veut tout simplement dire Notre-Dame. Ou bien la Cosa Nostra, vous savez, la mafia italienne. Ça veut dire notre cause, tout simplement. Le verbe ostraciser, on connaît déjà la clé cise, qu'on retrouve dans ciseaux, ciseler, donc couper. Ostra, être, et le ciseau est le fait de couper, de diviser. Donc, quand on est ostracisé, on est séparé, coupé de la société. C'est comme le verbe marginaliser. Il y a bien sûr l'austral, pour tout ce qui est proche du pôle sud. Ça a même donné l'Australie. Le al, ça peut être le suffixe al, mais ça peut être aussi la lumière. Il y a l'Holocauste. Là, c'est host. Le C, c'est apostrophe. Et le préfixe holo, qui veut dire un tout, quelque chose qui est entier. Donc, c'est holo, c'est tout, c'est entier. En fait, ça veut dire que ça concerne tout le monde. En fait, c'est ça que ça veut dire un holocauste, c'est que ça touche tout le monde. Il y a la nostalgie, etc., etc. La poste, vous voyez, la poste, c'est quand même le P, la racine, et on sait que c'est la transmission. Comme par hasard, la poste, la transmission.